Le papier cadeau était étalé sur la table de la salle à manger en feuilles superposées de rouge et d'or. J'essayais de redresser le nœud sur le cadeau de ma belle-mère quand le téléphone de mon mari s'est éclairé sur le comptoir de la cuisine. Il était sous la douche. J'entendais l'eau couler à travers le plafond, ce sifflement et ce gémissement familier des vieilles canalisations que nous avions l'intention de remplacer depuis 3 ans. Son téléphone a vibré à nouveau, et j'ai jeté un coup d'œil seulement parce que je pensais que c'était sa mère qui appelait pour savoir à quelle heure nous devions arriver pour le dîner du réveillon de Noël. Nous étions toujours en retard, c'était une plaisanterie familiale à ce stade, le genre qui devient moins drôle à mesure que les années de mariage passent. Je me suis approchée et j'ai incliné l'écran vers moi sans le ramasser. L'aperçu affichait un nom que je connaissais, son associé, la femme qui co-dirigeait la société de promotion immobilière qu'il avait bâtie de rien 6 ans plus tôt. Je l'avais rencontrée lors d'événements d'entreprise. Elle était élégante, professionnelle et complimentait toujours mes boucles d'oreilles. Le message sous son nom disait « Hier soir était incroyable. Tu me manques déjà. Je n'arrête pas de repenser à la façon dont tu... » L'écran s'est éteint avant que j'aie fini de lire. Je suis restée là, un ruban à moitié bouclé dans la main et les ciseaux encore ouverts à mes côtés, et j'ai attendu qu'une autre explication arrive, une mauvaise lecture, un contexte qui me manquait. Peut-être était-ce une blague. Peut-être était-ce un truc de travail mal formulé. J'étais analyste financière depuis assez longtemps pour savoir que les chiffres ne mentent pas, mais j'étais aussi une épouse depuis assez longtemps pour savoir que je ne voulais pas croire ce que je venais de lire. J'ai posé les ciseaux très délicatement sur la table. Puis, je me suis remise à finir le nœud. Mon mari est descendu 20 minutes plus tard, sentant son shampoing au cèdre, les cheveux encore humides, portant la chemise en flanelle que je lui avais achetée au Noël dernier. Il s'est versé un café, m'a embrassé sur le côté de la tête et m'a demandé si j'avais vu son téléphone. J'ai désigné le comptoir sans lever les yeux de l'étiquette de cadeau que j'écrivais. Il l'a pris, a vérifié l'écran et l'a glissé dans sa poche. Son visage n'a pas changé. C'est à ce moment-là que j'ai compris que cela durait depuis longtemps. Nous étions mariés depuis 9 ans. Nous nous étions rencontrés au milieu de notre vingtaine lors de l'anniversaire d'un ami commun, et nous étions sortis ensemble pendant 2 ans avant le mariage. Pendant les premières années, tout avait été exactement ce que je pensais qu'un mariage devait être, pas parfait, mais solide. Nous nous disputions parfois pour l'argent, pour savoir à qui c'était le tour d'appeler le plombier, et occasionnellement pour le fait que je travaillais trop. Nous essayions d'avoir un bébé depuis 2 ans. J'avais subi 2 cycles de FIV. C'est moi qui programmais les rendez-vous, qui faisais des recherches sur les cliniques et qui m'asseyais dans ces salles d'attente au mur pâle en lisant des magazines que je n'assimilais pas. C'est moi qui rentrais à la maison en silence après l'échec du 2e cycle. Et c'est moi qui lui disais que tout allait bien, que nous pouvions réessayer, que je n'abandonnais pas. Pendant que je faisais tout cela, apparemment, il rencontrait son associé dans des propriétés qu'ils évaluaient. Je ne me suis pas effondrée ce matin-là. J'ai pris la décision consciente de ne pas le faire de la même manière qu'on décide de ne pas toucher un bleu, non pas parce qu'on n'a pas mal, mais parce qu'on doit d'abord passer la journée. Nous avons dîné chez mes beaux-parents ce soir-là. Il y avait ses parents, sa sœur et son mari, et leurs 2 enfants. Il y avait le rôti de côte de bœuf de ma belle-mère, les décorations assorties qu'elle achetait pour tout le monde chaque année. Et le diaporama qu'elle demandait toujours à quelqu'un de lancer sur la télé du salon, 3 ans de photos de famille défilant en boucle pendant que Nat King Cole chantait doucement en fond sonore. Je devais tenir jusqu'à la fin du réveillon. J'ai souri à mon mari par-dessus le papier cadeau et j'ai dit que le nœud était réussi, sans rien en penser. Les 2 semaines après Noël ont été les plus silencieuses que j'ai jamais vécues. J'ai un esprit particulier, méthodique, entraîné à suivre les pistes documentaires et j'ai appliqué cette compétence à mon propre mariage avec le même détachement que pour l'audit d'un client. J'ai commencé par le compte joint. Je suis remonté 18 mois en arrière et j'ai extrait chaque transaction que je n'avais pas faite personnellement. Il y avait des additions dans des restaurants où je n'étais jamais allé, des enseignes d'hôtels que nous n'utilisions pas d'ordinaire, et un achat chez un fleuriste en mars que j'avais pris à l'époque pour un cadeau de clôture de dossier pour un client. J'ai tout répertorié dans un tableur, colonne A, date, colonne B, fournisseur, colonne C, montant, colonne D, mes notes. 53 transactions,
14 mois de chevauchement documenté. Je ne l'ai pas confronté. Je n'ai pas pleuré devant lui. J'ai dormi à ses côtés chaque nuit, j'ai préparé le dîner 2 fois par semaine, j'ai posé des questions sur ses projets et je l'ai écouté parler d'une opération immobilière qui le passionnait. J'avais l'impression de m'observer d'une certaine distance, d'être juste à l'extérieur de mon propre corps, en attente. J'ai appelé ma colocataire d'université, qui est maintenant avocate en droit de la famille dans une ville à 3 heures de là. Je lui ai dit ce que j'avais trouvé. Elle m'a dit de ne pas déplacer d'argent, de ne rien dire et de documenter tout ce que je pouvais. Elle m'a expliqué ce dont j'avais besoin et ce qui était superflu. Quand nous avons raccroché, j'ai ressenti la première chose claire en 2 semaines, une direction. J'ai commencé à être attentive aux petits détails. J'ai mémorisé le code de son téléphone, je le connaissais depuis des années, car nous n'avions jamais eu ce genre de secret l'un pour l'autre. Lorsqu'il l'a laissé charger dans la cuisine un soir pendant qu'il regardait la télévision, je l'ai pris, je suis allée aux toilettes et j'ai passé 12 minutes à fouiller tout ce que je pouvais trouver. Il y avait des fils de discussion supprimés que je ne pouvais pas récupérer, mais il y avait des photos dans un album masqué ou le genre qu'on crée sur un iPhone en sélectionnant la fonction « masquer », une fonction que la plupart des gens ignorent. C'est sans doute pourquoi il se sentait en sécurité. Je me suis tout envoyé par AirDrop avant de remettre le téléphone sur le chargeur. Je suis allée me coucher avant lui ce soir-là, je suis restée allongée de mon côté du matelas à fixer le plafond et j'ai pensé à la FIV. J'ai pensé à l'attente dans ces salles. J'ai pensé à la façon dont il m'avait tenu la main après l'échec du 2e cycle en disant « On va s'en sortir. On s'en sort toujours. » Et j'ai pensé à ce qu'il faisait toutes ces fois où je croyais qu'il travaillait tard. Je n'ai pas pleuré. J'ai fait une liste à la place. Ma belle-mère m'a appelé la première semaine de janvier. Elle m'a appelé directement, ce qu'elle faisait parfois. Nous nous étions toujours bien entendus dès le début, le genre de relation entre une femme et sa belle-fille qui n'arrive pas automatiquement, mais que nous avions toutes deux choisi et entretenu avec soin au fil des ans. Elle appelait pour savoir si j'avais passé de bonnes fêtes et pour me parler d'un pull qu'elle avait trouvé en solde et qui, pensait-elle, me plairait. J'étais assise dans ma voiture dans le parking du travail, j'écoutais sa voix et j'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine, j'ai dû respirer très lentement. Je lui ai dit que les vacances avaient été charmantes. Je ne lui ai rien dit d'autre. Je réfléchissais à la manière de m'y prendre depuis le matin où j'avais lu cet aperçu de message. Le plan initial que j'avais conçu était simple, le confronter en privé, présenter les preuves et entamer le divorce. Ma colocataire avocate convenait que c'était la voie la plus propre juridiquement. Mais quelque chose revenait sans cesse dans mon esprit. Il m'avait laissé attendre dans ces salles. Il m'avait tenu la main et m'avait regardé dans les yeux après l'échec du 2e cycle de FIV en disant des choses qu'il savait creuses parce qu'il était déjà engagé avec quelqu'un d'autre, et il avait choisi de les dire quand même. Il m'avait pris quelque chose que je ne pouvais pas quantifier sur un tableur. Je ne voulais pas que ce soit propre. Je voulais qu'il y ait des témoins. Mes beaux-parents organisaient un dîner de famille chaque mois de janvier, une version réduite des fêtes, juste la famille proche. C'était l'occasion de ranger les décorations ensemble et de partager un repas avant que la nouvelle année ne s'installe vraiment. Ma belle-mère faisait cela depuis aussi longtemps que mon mari s'en souvenait. Elle installait toujours le diaporama, celui du réveillon de Noël, parce que les petits-enfants aimaient le regarder pendant que les adultes rangeaient. Elle utilisait son ordinateur portable, posé sur la table basse et relié à la télé du salon par un câble HDMI. Je suis arrivée en avance. Je lui ai dit que je voulais l'aider à tout installer. J'ai dit que le diaporama était magnifique cette année et j'ai proposé de m'occuper de la connexion télé pour qu'elle puisse se concentrer sur la cuisine. Elle m'a tendu l'ordinateur et le câble sans réfléchir et est retournée à son rôti. J'ai branché le HDMI sur mon propre ordinateur portable à la place. J'avais préparé un dossier plusieurs jours auparavant, les photos du diaporama qu'elle avait déjà compilées, qu'elle avait partagé avec la famille dans un album Google Photos, suivi des captures d'écran que j'avais sauvegardées de son téléphone. Puis de 3 des reçus d'hôtel les plus explicites du compte joint, classés par date avec les montants surlignés. Cela a commencé comme n'importe quel diaporama.
Les photos apparaissaient et disparaissaient en fondu, des visages souriants aux anniversaires, des vacances à la plage, les enfants à Halloween et puis le ton a changé. J'avais réglé le diaporama pour qu'il s'arrête sur chacune des autres images pendant 8 secondes, ce qui semble court jusqu'à ce que vous voyez une pièce remplie de gens réaliser ce qu'ils sont en train de regarder. Nous avons mangé d'abord. Le rôti était parfait, comme toujours. Mon beau-père a raconté la même histoire sur la tempête de verglas de 1987 qu'il raconte chaque hiver. Le plus jeune fils de ma belle-sœur a renversé son jus de pomme, et cela a été géré dans le joyeux chaos habituel. Mon mari était assis en face de moi et a resservi mon verre de vin sans que je lui demande. Je lui ai souri en pensant, encore 8 minutes. Quand les assiettes ont été débarrassées et que les enfants ont migré vers le tapis du salon avec leurs jouets, ma belle-mère a ouvert l'ordinateur. Le diaporama a commencé. Je me suis assise sur le canapé avec une tasse de thé, j'ai regardé l'écran et j'ai attendu. Les photos de Noël ont défilé pendant environ 4 minutes. Puis le dossier a avancé. La première capture d'écran était un échange de SMS, son numéro, son nom à elle. Les horaires correspondaient à un jeudi soir d'octobre où j'étais à un rendez-vous de suivi à la clinique de fertilité et où je lui avais envoyé un SMS depuis la salle d'attente pour dire que je serais à la maison vers 8 heures. Ma belle-mère l'a vu en premier. Elle était debout près de la télé, ajustant un coussin sur le fauteuil, et je l'ai regardé se tourner vers l'écran et se figer totalement. Ma belle-sœur a suivi. Elle a levé les yeux du canapé, a froncé les sourcils, a regardé à nouveau, puis m'a regardé. Mon beau-père avait ses lunettes de lecture, et il lui a fallu un instant de plus, mais j'ai vu la seconde précise où il a compris la façon dont son expression est passée de la confusion à quelque chose de plus dur et de plus vieux. Mon mari regardait son téléphone. J'ai dit doucement, tu devrais sans doute lever les yeux. Il a levé les yeux. Il a prononcé mon nom, juste mon nom, d'un ton que je ne lui connaissais pas. Ce n'était pas de la culpabilité, exactement, c'était plutôt la panique spécifique de quelqu'un qui a fait des calculs sur ce qu'il pouvait se permettre et qui voit maintenant tous ses calculs s'effondrer simultanément. Ma belle-mère s'est détournée de la télé. Elle a regardé son fils pendant un long moment. Elle n'a rien dit tout de suite, et dans ce silence, le diaporama est passé à l'image suivante, qui était l'un des reçus d'hôtel. Le montant était visible, la date était visible, et n'importe qui dans la pièce pouvait faire le calcul des frais engagés et du moment choisi. « Éteins ça », a dit mon mari. Il s'est levé. « Éteins ça tout de suite. »« Tes parents méritent de savoir », ai-je dit. J'avais répété cette partie. Ma voix ne tremblait pas, il me demandait d'aller chez le médecin avec toi. Ta mère a proposé de venir au prochain rendez-vous. Je pensais qu'il devait comprendre pourquoi il n'y aura pas de prochain rendez-vous. Ma belle-sœur s'est levée et a fait sortir ses enfants de la pièce. Elle l'a fait rapidement et sans drame, comme elle gère tout, et je lui en étais reconnaissante. Mon beau-père avait enlevé ses lunettes de lecture. Il les a posées sur la table basse. Il a regardé mon mari comme on regarde, j'imagine, quelqu'un qu'on a mis au monde, quelqu'un qu'on a élevé et qu'on croyait connaître, et il a dit, depuis quand? Ce n'était pas une question. C'était le genre de déclaration qui est aussi une accusation. Mon mari s'est mis à parler. Il a dit que ce n'était pas ce que l'on croyait, ce qui est une phrase que seuls disent ceux qui n'ont plus d'autre option. Il a dit que c'était une erreur, que c'était compliqué, que la relation professionnelle avait glissé vers autre chose, qu'il subissait des pressions, qu'il ne réfléchissait pas clairement, qu'il savait que c'était mal et qu'il était désolé. Il était tellement désolé. Il ne savait pas comment cela en était arrivé là. Ma belle-mère a levé une main. Il s'est tu. Elle l'a regardé encore un instant, puis elle s'est approchée de moi, s'est assise à mes côtés sur le canapé et a pris ma main dans les siennes. Ses mains sont chaudes, elles l'ont toujours été. Elle a dit, « Je suis tellement désolée, ma chérie. » Le mot, « ma chérie », a défait quelque chose en moi que j'avais gardé très soigneusement enfoui pendant 2 semaines. J'ai serré les lèvres, j'ai hoché la tête et j'ai regardé le plafond jusqu'à ce que l'émotion passe. Mon mari est parti. Il n'a rien emporté de la maison ce soir-là. J'avais déjà pris mes dispositions par l'intermédiaire de mon avocate, et il recevrait la documentation correspondante le lendemain matin. Mais il a quitté le dîner, est monté dans sa voiture et est parti.
Nous trois, qui restions, sommes restés assis dans le salon pendant un moment après que les enfants se soient couchés. Mon beau-père a versé des petits verres de quelque chose de couleur ambre, et personne n'a dit grand-chose. C'était la soirée la plus honnête que j'ai passée depuis plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir. Le divorce a duré 7 mois. Ce ne fut pas facile, mais ce ne fut pas aussi difficile que je l'avais prévu, en partie parce que les parents de mon mari ont refusé qu'il soit déraisonnable. Ma belle-mère m'a appelé 2 fois par mois pendant toute la procédure, d'abord pour prendre des nouvelles et finalement juste pour discuter. Mon beau-père m'a envoyé une carte en avril sans raison particulière, une carte simple avec un petit mot qui disait seulement « Tu fais toujours partie de la famille pour nous. » Cela ne changera pas, je l'ai gardé dans le tiroir de mon bureau au travail. Son associé ne s'en est pas tiré indemne. Mon mari, dans sa panique et sa colère après cette soirée de janvier, a dit des choses à plusieurs contacts communs qu'il n'aurait sans doute pas dû dire, et le mot a circulé dans le milieu, comme toujours. L'opération immobilière qui l'enthousiasmait tant, celle qu'il m'avait décrite au dîner alors que je hochais la tête en sachant exactement ce que je savais, impliquait des investisseurs extérieurs qui étaient, s'est-il avéré, des gens assez conservateurs avec des principes stricts sur la conduite professionnelle. Lorsqu'ils ont appris la nature de la relation entre les 2 dirigeants de la firme qu'ils finançaient, ils ont eu une longue discussion avec leur équipe juridique et ont fini par se retirer du projet. Le projet s'est effondré. Le partenariat commercial n'y a pas survécu. Elle a déménagé dans une autre ville pour repartir de zéro, et j'ai entendu par une connaissance que cela ne s'était pas très bien passé. Je n'ai pas eu pitié d'elle. J'avais réfléchi à la question de savoir si j'en aurais, et ce n'était pas le cas. Les mois après le divorce ont été étranges d'une manière que je n'avais pas prévue. J'avais passé tellement de temps à planifier, documenter et gérer la procédure juridique que lorsqu'elle fut terminée, je ne savais pas trop quoi faire de tout ce calme. Je suis retournée à la salle de sport. J'ai recommencé à cuisiner de vrais repas au lieu des dîners fonctionnels et à peine pensés que je préparais depuis des mois. Ma meilleure amie est venue de Portland pour un long week-end en août, et nous sommes allés au marché fermier le samedi matin, puis nous nous sommes assises sur mon porche l'après-midi avec du vin bon marché. Je lui ai raconté toute l'histoire depuis le début, du début à la fin, et elle m'a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a dit « Tu es la personne la plus organisée que j'ai jamais aimée de ma vie. » J'ai ri pour la première fois depuis des mois, un vrai rire, de ceux qui vous surprennent. Je ne me suis précipitée dans rien après cela. Je n'ai pas cherché quelqu'un pour combler le vide. J'avais vu des femmes de ma connaissance passer directement d'une relation à une autre, cherchant quelque chose à quoi s'accrocher avant d'avoir fini de comprendre ce qu'elles laissaient derrière elles. J'avais toujours pensé en privé que cela semblait être une façon de porter le poids du passé sans l'examiner. Je n'étais pas encore prête à arrêter de l'examiner. J'avais besoin de vivre avec la perte honnêtement, le mariage, oui, mais aussi la version du futur que j'avais construite dans ma tête, les rendez-vous, les salles d'attente et l'idée de qui j'allais être dans 5 ans. Cela a pris plus de temps. J'ai fait une liste des choses qui étaient toujours vraies. J'avais toujours mon travail, pour lequel j'étais douée et qui m'avait porté pendant les mois les plus durs grâce à une structure de but et de routine. J'avais mon appartement. La maison lui est revenue dans le règlement, un choix que j'ai fait délibérément parce que je ne voulais pas y rester. J'avais trouvé un endroit dans un quartier que j'avais toujours aimé, plus près de l'eau, avec des fenêtres qui laissaient entrer la lumière de l'après-midi. J'avais ma belle-mère, qui continuait d'appeler et qui m'a invité pour Thanksgiving la première année après le divorce, dans un message si soigneusement formulé que je sentais qu'elle essayait de ne pas mettre de pression, ce qui m'a fait l'aimer encore plus. J'y suis allée, c'était gênant la première heure, puis ça ne l'était plus. J'avais ma meilleure amie, qui me comprenait comme seule peut le faire une personne qui vous a connu avant que vous ne deveniez qui vous êtes. Je m'avais moi-même, ce qui s'est avéré être plus que ce que j'avais escompté. Il y a une forme de clarté particulière qui arrive après avoir traversé quelque chose de réel, pas la clarté fabriquée des conseils de productivité ou des routines matinales, mais celle qui vient d'avoir été réduite à l'essentiel et d'avoir découvert ce qui restait. Je savais maintenant, d'une manière que je n'avais pas pleinement réalisée auparavant, exactement ce que j'accepterais et ce que je n'accepterais pas. Je savais ce que j'étais prête à construire et ce que je ne l'étais pas. Je savais que je pouvais affronter un moment très difficile sans m'effondrer, ce qui n'est pas peu dire sur soi-même.
J'avais passé 9 ans dans un mariage que je croyais solide et qui s'était avéré avoir des lignes de faille que je n'avais pas vues. J'avais passé 2 ans à essayer de fonder une famille au sein de ce mariage, en y investissant de l'espoir à chaque rendez-vous et chaque procédure, et cet espoir m'avait été volé sous de faux prétextes par quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. J'avais le droit d'en faire le deuil. Je l'ai fait pleinement, en privé et selon mon propre rythme. Et puis j'ai continué. Ma belle-mère et moi dînons toujours ensemble une fois par mois, généralement un dimanche, en alternant entre sa maison et la mienne. Elle apporte quelque chose fait maison quand elle vient chez moi, et j'essaie de cuisiner quelque chose qui en vaille la peine quand je vais chez elle. Nous parlons de son jardin, de mon travail et des petits-enfants, et parfois, avec précaution, de son fils qui a fondé un nouveau cabinet dans une autre ville, à qui elle parle chaque semaine et pour qui elle s'inquiète de cette façon spécifique et implacable qu'ont les mères. Indépendamment de ce que leurs enfants ont fait. Je ne lui en veux pas, il est toujours son fils. Elle est toujours, d'une manière compliquée, la mienne. Le printemps dernier, elle est venue un samedi pour m'aider à poser des rideaux dans le nouvel appartement. Elle est plus petite que moi, alors je m'occupais de la hauteur et elle dirigeait. Nous avons pris le thé après, à la table de la cuisine avec la lumière de l'après-midi, et elle a regardé l'espace autour d'elle et a dit que c'était un bon appartement, qu'il me convenait bien. J'ai dit que je le pensais aussi. Elle m'a demandé, de cette même façon prudente dont elle demande toujours ces choses, si j'allais bien. Je lui ai dit que oui, et je le pensais d'une manière que je n'avais pas toujours ressentie quand je le disais au cours de tous les mois précédents. Je ne sais pas à quoi ressembleront les prochaines années. Je ne fais plus ce genre de calcul précis, les rendez-vous, les échéances et cet espoir fragile que je portais autrefois dans un coin particulier de ma poitrine. Peut-être que j'essaierai à nouveau un jour, différemment, dans d'autres circonstances. Peut-être que la réponse s'avérera être quelque chose que je n'ai pas encore imaginé. J'ai appris lentement et à mes dépens à ne pas tenir le futur si fermement que j'en perds la capacité de voir ce qui est réellement devant moi. Ce qui est devant moi, c'est un appartement qui reçoit une belle lumière, un travail qui a du sens et une poignée de personnes qui ont prouvé qu'elle resterait. Ce qui est devant moi, c'est un dîner dimanche prochain chez ma belle-mère, où mon beau-père racontera l'histoire de la tempête de verglas de 1987 et où les petits-enfants feront du bruit comme le font les enfants. Et elle aura préparé quelque chose de merveilleux. Et je serai assise à cette table et je ne ressentirai pas l'absence de ce que j'ai perdu, même si je la ressentirai aussi, de la façon dont on sent une cicatrice, mais la plénitude de ce qui est resté. C'est assez. Certains jours, c'est même plus qu'assez.